Même Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui pourtant lui non plus n'est pas en grande forme, prend des lunettes et fait le for sure d'Emmanuel Macron. On peut dire que là, on a atteint un degré de mise en scène de soi-même sans conséquence et finalement sans but, qui est quand même assez faramineux, quoi. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, we're gonna talk for sure about Emmanuel Macron and his glasses. Ok. Régis, est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que notre président, en ce moment, peut le critiquer comme on veut, machin, mais il est en train de faire un tabac. Il n'y a pas plus tard qu'une minute avant de venir, je découvre ça sur... Voilà. C'est sur Instagram. Aïe, 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 aïe. Donc, il stimule la création. Bien évidemment. Source d'inspiration pour de nombreux créateurs de contenu. Régis. Bon, voilà. Régis, est-ce que le président français est condamné à se faire remarquer sur la forme parce qu'il ne peut pas agir sur le fond? Ah bah là, pour le coup, il s'est fait vraiment remarquer. Forum de Davos, expression anglaise, bon, on savait qu'il parlait bien correctement anglais, mais qu'il a un accent, bon, voilà, qui peut passer pour charmant auprès des Américains et autres. Non, c'est clair qu'Emmanuel Macron, depuis quelque temps, mais on verra que c'est pas nouveau, se singularise par presque des sketchs. Je pense en particulier au moment où il a décidé de rendre publique une conversation qu'il avait avec Donald Trump, avec d'autres leaders, ne prenant même pas attention au fait que des journalistes sont là, et c'est le président Zelensky qui rappelle à Donald Trump qu'ils sont entourés de journalistes. Donc attention à ce que vous dites, monsieur le président. Et Emmanuel Macron, lui, ça le dérange pas, et il rend ça public dans un documentaire pour France 2. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première fois, au moment de sa réélection, il avait utilisé dans un clip de campagne une conversation qu'il avait eue avec Vladimir Poutine. À l'époque, c'était quand même le début de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron tentait des négociations avec Poutine, avec Zelensky, et il rend ça public de façon à se montrer en chef de guerre face notamment à son adversaire à l'époque, Marine Le Pen, et les Russes coupent les communications. Comment un président peut-il rendre public une conversation privée d'une teneur diplomatique? Ça ne se fait pas. Ce dont on se rend compte, c'est qu'avec Trump, il a récidivé. Il n'y a pas eu de réaction particulière de Donald Trump, mais voilà. Donc il essaye d'exister. C'est clair que la coalition des volontaires, aujourd'hui aussi l'accueil de Mette Frederiksen, la première ministre danoise, et le premier ministre du Groenland à l'Élysée, de façon à réaffirmer que la France est derrière le Danemark, etc. Ça sert à quoi? On se rend bien compte que, en fait, il a, je pense, parfaitement conscience de la limite de l'exercice du pouvoir, qu'aujourd'hui, il n'a plus les attributs qu'il avait au début de son premier mandat, par exemple, là où la France occupait une place internationale conséquente, en Afrique, par exemple, que la portion finalement du globe dans lequel nous pouvions agir s'est réduite comme peau de chagrin, et que donc en cette fin de mandat très longue, puisqu'il reste encore plus de 15 mois à Emmanuel Macron à la tête de la France, eh bien il peine à exprimer une position conséquente, à exprimer une vision pour la France.
Du coup, il a une vision pour lui-même et il pense qu'avec la communication, mais c'est là où quand même il y a un vrai problème au niveau des gens qui sont autour de lui, parce que tous ces artifices dont on parle, que son image lui échappe sur les réseaux sociaux, ça il y peut rien, parce que là ça veut dire qu'il a fait vibrer une corde chez à la fois ses détracteurs, chez les humoristes, chez les jeunes, chez tout ceux qui aiment bien tourner en dérision les puissants, mais ça a toujours existé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus rapide et ça prend finalement, c'est comme une traînée de poudre et on ne maîtrise rien. Mais il y a quand même autour de lui des gens qui le conseillent et qui lui disent fais ça, comme ça tu vas marquer les esprits. Quand on en est sur la séquence des lunettes et de Davos, à ce que même Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui pourtant lui non plus n'est pas en grande forme, prend des lunettes et fait le for sure d'Emmanuel Macron, on peut dire que là, on a atteint un degré de mise en scène de soi-même sans conséquence et finalement sans but, qui est quand même assez faramineux, quoi. Mais ce n'est pas nouveau, tout cela, Régis. On se souvient d'Emmanuel Macron et la gifle de Brigitte Macron, sa femme. Macron qui demande à un président burkinabé d'éteindre la climatisation. Emmanuel Macron, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui enregistre, filme une conversation confidentielle avec le président russe Vladimir Poutine pour ensuite la diffuser. Quel impact ces agissements ont-ils sur l'image qu'a la France à l'international ? Moi, je crois que c'est déplorable. Ce qui est très intéressant tout de même, c'est que la France n'est plus prise au sérieux. On voit la façon dont Donald Trump, qui est par-delà de tout ça, extrêmement critiquable lui-même, mais qui agit, et quand il agit, tout le monde l'écoute. Donc il y a des conséquences avec ce que fait Donald Trump, même si parfois c'est très incohérent. Il y a quand même une ligne et une peur pour être respecté, il faut être craint. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron dans ses vœux aux armées en janvier, début de l'année là. Pour être respecté, il faut être craint. On n'est pas craint du tout. Aujourd'hui, on est regardé comme avec amusement. C'est terrible de se rendre compte de ça. Je pense qu'Emmanuel Macron pense que, malgré tout, cette posture médiatique peut finalement se retourner à son bénéfice. Régis, après le forum de Davos, selon un sondage IFOP, Emmanuel Macron a gagné 2 points de popularité. Oui, vous voyez ? C'est que visiblement ça fonctionne. Oui, il y a un impact, c'est sûr, il y a un impact, un capital sympathie. Maintenant, si vous me demandez, puisque une de vos questions c'était les lignes directrices et qu'est-ce que ça fait pour la France, pour l'image de la France, c'est déplorable. Ça reste déplorable parce que nous n'arrivons pas à reprendre pied véritablement dans le concert des nations et nous sommes diminués à l'égal de l'Europe, qui aujourd'hui se trouve dans une position où son existence même est remise en cause. Je parle de la structure, de la superstructure technocratique bruxelloise et qui gouverne l'alpha et l'oméga de notre vie depuis 50 ans. Il y a un véritable tournant de l'histoire qui est en train de se produire. Je pense que l'affaire du Groenland, encore plus que la question de l'adversité émise par Vladimir Poutine sur l'Ukraine, est un moment crucial, parce que là, notre cousin, grand frère, allié, ami américain propose de prendre une partie de notre territoire. Donc là, on est face à qui sommes-nous ? Comment allons-nous résister ? Comment allons-nous nous organiser ? Allons-nous nous battre contre les Américains ? Avons-nous les moyens de leur faire face ? Et là, on se rend compte d'une extrême fragilité de l'ensemble européen qui a du mal à parler d'une seule voix et que tout ça, avant, était caché sous le tapis atlantiste. C'est-à-dire, quand on était suiveur des États-Unis, comme quand il y avait Joe Biden au pouvoir, c'était assez confortable, finalement. On a en France et en Europe des générations de politiques qui ont été élevées au biberon atlantiste. Je ne vais pas vous citer le nombre de young leaders de la French American Foundation, par exemple, qui ont finalement été nursés par l'Amérique pour, je ne vais pas reciter, mais si, je vais le reciter, cette fameuse phrase d'Henry Kissinger qui dit « La source de la puissance américaine, c'est de châtier les traîtres
à l'intérieur, de traquer les traîtres à l'intérieur de son pays et de les châtier, Edward Snowden par exemple, et de traquer aussi les traîtres à l'extérieur, mais de les exploiter. Voilà ce que disait Henry Kissinger en disant c'est ça la source de la puissance américaine. Ça se démontre largement aujourd'hui, mais on est quand même dans une période très difficile et on s'aperçoit qu'au niveau européen, on n'a peut-être pas les leaders qu'il faudrait pour affronter justement ce tournant et ce défi qui est mis à notre civilisation qui est menacée quelque part de disparaître, ou en tout cas il va falloir qu'on trouve une cohérence parce que les autres s'organisent et ils prennent des longueurs d'avance, que ce soit Trump, que ce soit les Chinois, que ce soit les Russes, ils vont recomposer le monde à leur sauce. À nous, Européens, de dire qui nous sommes dans cet ensemble. Régis, y a-t-il un moyen de rattraper le coup? Est-ce que la France peut retrouver de sa superbe à l'international? Moi, je pense que la France, d'abord, a la dissuasion nucléaire, on l'oublie souvent. Elle a une armée très conséquente, très entraînée, même si elle n'est pas encore complètement rompue au combat de haute intensité type Ukraine, et qu'il va falloir rattraper le temps perdu. Effectivement, ce que nous a obligés à faire Donald Trump est une bonne chose, c'est-à-dire nous dire, débrouillez-vous, augmentez vos budgets militaires, vous ne pouvez pas vivre éternellement avec notre assistanat, c'est ce qu'ont dit les Américains, c'est ce qu'a insisté Donald Trump et aussi J.D. Vance avec le fameux discours de Munich. Ils disent, les Européens, bougez-vous. Et ça, c'est un bon coup de pied au cul, quelque part, qui va peut-être nous déboucher sur quelque chose. Mais il faudra que ce quelque chose soit soutenu par autre chose que des postures où un président, finalement, se met en scène pour lui-même, pour les réseaux, pour essayer de faire parler de lui et d'exister. C'est là où on a un vrai problème de cohérence. Et c'est là où on voit que le macronisme, on a déjà vu que le macronisme était un échec à l'intérieur. Vous savez, on avait dit une philosophie entre la droite et la gauche, ni droite ni gauche, une nouvelle façon de penser la France, la Start-up Nation. Souvenez-vous de toute cette... ce jeunisme qui a accompagné l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. On s'est rapidement aperçu que d'abord ce bloc macroniste il s'est disloqué de lui-même, que la cohérence elle n'était juste qu'elle consistait à faire du suivisme de tout ce que disait le président, qu'il n'y avait pas véritablement de doctrine derrière et que la droite et la gauche avaient encore de l'avenir devant eux et qu'ils étaient solidement implantés. À l'international, ça s'est vérifié aussi, ça a été un recul conséquent de la France. Emmanuel Macron n'est pas le seul, j'insiste toujours, n'est pas le seul responsable, le seul leader responsable de nos déboires en Afrique et au Moyen-Orient. Mais il a participé, François Hollande en a fait partie, mais il a participé, je dirais, d'un effacement de la France. Et donc le macronisme, à la fois en intérieur et sur les affaires internationales, est aussi un synonyme d'échec. Régis, comment jugez-vous l'attitude d'Emmanuel Macron depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump? Alors, il y a toujours eu, avec Macron et Trump, un espèce de jeu qui remonte à l'élection de Donald Trump en 2016. Il était venu à Paris à l'époque et Emmanuel Macron avait dit on est tous les deux des mavericks, c'est-à-dire des candidats qu'on n'attendait pas, qui ont cru en eux-mêmes et qui se sont portés au pouvoir, atypiques, on va dire. Voilà. Et Emmanuel Macron a essayé dès cette époque-là d'impressionner Donald Trump. On se souvient qu'il est très tactile, notre président. Et Donald Trump aussi, à certains moments, il lui avait pris la main à la Maison-Blanche. Ça faisait un peu le grand frère et le petit garçon. Mais en tout cas, à cette époque, Emmanuel Macron avait avec Donald Trump une volonté de séduire le président américain, croyait, comme souvent Emmanuel Macron pense, déceler chez lui certains traits et pouvoir jouer à son avantage sur ce que Trump ferait, pouvoir influencer Donald Trump. C'était bien présomptueux parce que Donald Trump à l'époque était venu à Paris, il avait été très impressionné par l'héritage napoléonien de Paris, il avait demandé à visiter les Invalides et autre chose qui l'avait impressionné, c'est le défilé du 14 juillet. Vous voyez, vous me demandiez sur la place de la France, on a encore
un impact. On a encore des symboles comme celui-là. Et Donald Trump avait dit je vais faire un défilé à Washington. Il s'est complètement planté. Il l'a fait pendant son second mandat. Ça n'a pas été à la hauteur de notre défilé. Mais néanmoins, Emmanuel Macron, là-dessus, a réussi à influencer Donald Trump. Malheureusement, c'est bien la seule chose, parce que Donald Trump, pendant son premier mandat, avait quitté l'accord de Paris sur le climat, avait quitté le JCPOA sur le nucléaire iranien. Donc finalement, Emmanuel Macron s'est vraiment très rapidement rendu compte qu'il n'aurait aucun impact sur Donald Trump. Ce qui est paradoxal, c'est que pour le Donald Trump 2, sur ce mandat, Donald Trump a utilisé Emmanuel Macron dans sa campagne, en expliquant que, en révélant des conversations qu'il avait eues avec lui. Récemment, il a encore utilisé Emmanuel Macron comme punching ball en révélant des textos que les deux présidents s'étaient échangés, toujours en disant « je suis le plus fort ». Et Emmanuel Macron, qui est un peu sa tête de Turc quand on y réfléchit, il n'est pas le seul, hein. Donald Trump a beaucoup de têtes de Turc, mais il aime bien humilier Emmanuel Macron, qui fait genre « je ne suis pas humilié, mais non Donald, nanana, on a une relation spéciale ». Emmanuel Macron tente de croire qu'il a une relation spéciale avec Donald Trump, mais très rapidement, elle est souvent mise à rude épreuve quand Donald Trump révèle leur conversation ou explique que, par exemple, récemment sur le prix des médicaments, il lui a demandé d'augmenter les médicaments. Emmanuel Macron a dit « je ne le ferai pas ». Et là, Donald Trump a promis ce qu'il fait. Cette menace quasi continuellement, il a toujours menacé la France de taxer nos vins, les produits du terroir exportés aux États-Unis et à des proportions énormes. Et là, Emmanuel Macron aurait cédé d'après Donald Trump. Chez Trump, il y a une espèce d'obsession de ça, mais souvent, il revient sur Emmanuel Macron et il dit « mais c'est un type sympathique, c'est un ami ». Donc, je ne sais pas si cette définition de l'amitié par Trump, elle est quand même très particulière, mais des amis comme ça. Mais vous savez, je vais reciter Henry Kissinger, le vieux sage de la diplomatie américaine, qui disait être adversaire de l'Amérique, c'est très dangereux, mais être ami de l'Amérique, c'est mortel. Voilà. Et ça, c'est vraiment la leçon de Kissinger envers Emmanuel Macron. Ne crois pas que tu vas pouvoir amadouer ce pays. Ce pays ne pense qu'à ses intérêts. Regarde un petit peu, s'il y a un conseil à donner, regarde un petit peu comment agit Donald Trump. Il n'agit exclusivement que pour ses intérêts. J'ai vu des discussions sur des plateaux expliquant que sa démarche vis-à-vis de l'Iran, l'alliant au souvenir des otages américains en 1979. Je pense que les otages américains en 1979, Donald Trump n'y avait même pas pensé. Ce qu'il est en train de faire actuellement avec l'Iran, c'est exactement la même chose. Pas tout à fait dans les mêmes dispositions, mais qu'avec le Venezuela, c'est-à-dire progressivement imposer un blocus de l'Iran sur l'exportation de son brut en direction de la Chine, puisqu'on sait que 90% du pétrole iranien va vers la Chine, et que si la Chine n'a plus de ce pétrole, elle va être très très ennuyée. Et là, Donald Trump va pouvoir faire un deal avec la Chine. Il s'est déjà emparé des réserves. C'est pas la question en fait du pétrole en tant que tel, c'est des réserves vénézuéliennes, du fait que 10% du pétrole chinois venait du Venezuela, c'est-à-dire 90% de ce pétrole produit par le Venezuela, et que Donald Trump entend on va dire, contrôler cette manne de l'énergie pour peser sur ses relations avec Pékin. C'est ça la philosophie de Donald Trump. C'est pas le pétrole, c'est pas la puissance, c'est pas changer le régime en Iran, c'est enquiquiner les Chinois, ou en tout cas leur montrer qu'il a un moyen de pression. Voilà, on en est, parce qu'on va avoir droit à des guerres commerciales à tire-larigot dans les années qui viennent. L'affaire du Groenland est liée à la question des minerais, est liée à la question des terres rares, est liée à plein de questions
Il y a la question stratégique, évidemment, il y a la question des zones d'influence, ça c'est en train vraiment mais il reste ce point d'interrogation qui est où va l'Europe, où va la France là-dedans. Je pense qu'on n'a toujours pas la solution. On n'a toujours pas la solution sur comment traiter avec Trump, sur faut-il l'affronter, faut-il essayer, continuer à s'en faire un allié, ou faut-il rentrer dans l'art du deal avec lui en disant on apporte ça, mais en échange on a ça, etc., etc. C'est une façon, une philosophie très très particulière. Hein. Je pense qu'humblement il faut regarder le monde aujourd'hui en se disant on a quelqu'un qui n'agit pas de la façon dont on agissait avant et il faut s'adapter. Mais Régis, quand on regarde rationnellement les échanges que peut avoir Donald Trump avec Xi Jinping, avec Vladimir Poutine, il ne se comporte pas de la même façon qu'avec Emmanuel Macron. Il ne se permettrait pas d'humilier, d'imiter Xi Jinping comme il le fait avec Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe ? Mais parce qu'il n'y a pas de conséquences. Que représente la France dans ses échanges avec les États-Unis ? Mais rien du tout. Donc, il n'y a pas de moyens, c'est pas le vin et le champagne qui vont changer la politique de Donald Trump. On ne va pas arrêter d'exporter, on va pas. On est même dépendant, vous voyez. C'est très intéressant de rappeler cet épisode quand Jacques Chirac et Dominique de Villepin en 2003 avaient décidé de s'opposer aux États-Unis et de ne pas participer à la guerre en Irak. Donald Rumsfeld, un autre Donald à l'époque, avait convoqué Jean-David Lévy, ambassadeur de France à Washington, pour lui dire, vous voyez, vous voulez faire un deuxième porte-avions ? C'est nous qui avions la technologie, c'est General Electric qui a la technologie pour les catapultes et les brins d'arrêt, c'est-à-dire le câble qui permet à l'avion de s'arrêter, de couper sa vitesse au moment où il apponte sur un porte-avions. Et ces catapultes qui ont évolué sont produites par General Electric. Aujourd'hui, on a des options de contournement, on va peut-être en fabriquer nous-mêmes, mais pour le moment, on n'en a pas. Et on a lancé, à l'idée d'Emmanuel Macron, un deuxième porte-avions. Donc on reste dépendant des Américains pendant très longtemps. Et Emmanuel Macron, on ne va pas revenir sur l'affaire Alstom, mais a quand même, pour partie, participé au démantelage des grandes industries françaises qu'on a sous-traité aux Américains, qu'on a sous-traité aux Chinois. Et aujourd'hui, on est dans une position d'extrême faiblesse parce qu'on n'a pas d'industrie. Même pour, on va dire, booster nos armées, on est très limité. Il va falloir du temps pour qu'on reconstruise tout ça, qu'on revienne à une situation dans laquelle on était précédemment. Toute la classe politique qui nous a conduits dans cette situation de faiblesse parce qu'il y a un nouvel acteur, parce qu'il y a un nouvel équilibre dans le monde avec l'arrivée de Donald Trump, est toujours au pouvoir aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des gens qui aujourd'hui nous disent « réarmez-vous », alors que pendant 40 ans, ils ont participé au désarmement de la France. On a un peu de mal à les croire. Hein. On s'est dit « oui, voilà, tout va bien, on va faire du tertiaire, on va laisser nos industries à l'étranger, on va finalement... » Et on se retrouve très démunis aujourd'hui. Mais je pense quand même que il y a une question de volonté aussi derrière tout ça. On ne peut plus se mettre dans la roue des Américains. Il faut qu'on oublie ça. Il faut qu'on redécouvre notre propre voie. Mao Zedong disait quand il y a une voie, il y a un chemin. Donc allons-y. Nous avons un chemin français tout dessiné et c'est pas très difficile. Enfin, c'est difficile, mais la France a connu des épreuves dans son histoire et je pense qu'elle surmontera celle-là aussi. Merci Régis. Merci Aïcha.